Et nous sommes toujours à Las Vegas. Ce podcast est enregistré jeudi matin. On va débriefer les annonces avec un angle plutôt AI et data avec Virginie Mativet. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, comme tous les vendredis, puisque cet épisode-ci est vraiment publié vendredi heure française. Nous sommes jeudi, les 9h du matin. Nous sommes à Las Vegas à la conférence AWS Reinvent. Donc n'hésitez pas à regarder ce podcast, puisque pour une fois, on est en vidéo aussi sur YouTube et le lien se trouve dans les notes de votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Virginie Mativet. Merci d'être là. Alors, tu as plein de casquettes. Tu es AWS Hero, tu es fondatrice d'une boîte de consulting spécialisée en AI et Machine Learning, MLOps. Tu es déjà venu dans le podcast AWS pour parler d'MLOps, pour parler AI, pour parler Machine Learning, pour parler des Hero. On a déjà fait des debriefs ensemble ici à Las Vegas, c'était au Venetian. Et c'était très tôt le matin, c'était à 6 ou 7 heures. Beaucoup plus tôt, oui, là on est confortable, il est 9h du matin. Là on est là. C'est le milieu de notre journée. Là. Alors, ça donne quoi ? C'est pas ton premier Reinvent à l'habitude ? C'est quoi le ton, l'ambiance dans les couloirs ? Alors, l'ambiance dans les couloirs, c'est tout le monde tous, parce qu'il fait super sec à Las Vegas, et on n'a pas l'habitude, en tant que Français, d'avoir un temps aussi sec. Donc, je suis désolée, j'ai la voix qui est complètement cassée. Je prends des bonbons en parallèle parce que je ne tiens plus. Mais sinon, tout le monde est super content d'être là. Il y a quand même une bonne ambiance, et puis on croise plein de gens tout le temps. Enfin, c'est hyper motivant. J'ai discuté avec des gens, à chaque fois, ils repartent d'ici avec des envies de créer plein de trucs. C'est ça, hein, on a envie de sortir son laptop et de commencer à coder parfois. C'est ça, c'est dommage, je l'ai oublié en France. C'est vrai, t'es venu sans laptop. Alors j'ai pris un iPad. Ok, d'accord. Avec un workspace dessus, parce que quand même je me suis dit que j'avais besoin d'un laptop. Pouvoir quand même coder un peu. Puis tu fais partie du programme AWS Hero aussi, qui est un programme qui reconnaît, met en valeur les gens qui sont très vocaux au sujet d'AWS. Vous aviez un dîner privé avec Werner Vogel, s'il vous plaît, rien que ça. Donc Werner Vogel, c'est le CTO d'Amazon. Hein, c'est le monsieur qui fait la keynote de clôture de Reinvent également. Et puis c'est une communauté de gens incroyables et très inspirants. À chaque fois que j'y vais, je me dis mais qu'est-ce que je fais parmi ces gens-là ? Syndrome de l'imposteur un peu. Ah ouais, parce que quand on voit ce qu'ils font et tout, on se dit mais est-ce que vraiment c'est ma place ? C'est un sentiment qu'on connaît bien tous chez AWS ou dans les communautés comme ça. Alors toi, je l'ai dit en introduction, ta spécialité c'est l'apprentissage machine. Tu as commencé bien avant qu'on parle de Large Language Model. Non, il y a 23 ans. Non pas que je voulais souligner ton âge, mais je veux dire, tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Tu as un PhD, tu es docteur en Machine Learning, c'est ça le titre ? Ce que tu as étudié à l'époque ? Intelligence artificielle déjà à l'époque. C'était à la fois des réseaux de neurones et des algorithmes évolutionnaires dont on parle plus trop maintenant. On parlait déjà de réseaux de neurones il y a 23 ans ? Ah oui, il y a 23 ans, j'ai fait une thèse sur les réseaux de neurones. Mais par contre, il fallait tout coder soi-même en C++ depuis la base. Je déteste C++. D'accord. Et cette année, il y a un mot qu'on entend partout à Reinvent, c'est agent. Alors, pas qu'au Reinvent. On avait dit, 2022, c'était la découverte de ChatGPT. 2023, c'est les premiers chatbots en production. On avait dit 2025, c'est l'année des agents. Tiens, une question bateau, c'est quoi un agent ? Alors, c'est une bonne question et ça dépend beaucoup de la personne qu'on a besoin. Il y a l'agent marketing et puis il y a l'agent technique. Donc, en fait, il y a des niveaux d'autonomie des agents. Et ça va du simple assistant où on a fait un prompt particulier que certains nomment agent à des choses qui savent travailler tout seul et gérer des outils et orchestrer des outils. Et ça, c'est un peu plus ce que j'appelle, moi, un agent. Donc, il y a beaucoup d'agents actuellement, puisqu'on en parle beaucoup partout, qui ne sont pas des vrais agents au sens technique du terme, en fait. Donc, voilà. Mais là, ça commence à venir vers des vrais agents. J'ai essayé d'expliquer hier à des journalistes... Et je disais, finalement, c'est un passe-plat. L'agent, c'est du code qui se trouve entre un utilisateur ou autre chose, un autre agent, des outils et un large language model. Et il passe les messages. Ouais, il travaille en autonomie, quoi. Je pense que vraiment, ce qui est important, c'est qu'on est passé d'un LLM qui fait ce qu'on lui demande, on lui donne un prompt, il nous donne la réponse. On est passé à un système où on lui donne un prompt, et il ne va pas tout de suite donner la réponse. Il va aller chercher des outils pour faire des étapes. Le LLM va lui dire d'aller chercher des outils. Oui, alors tout ce qui est autour des agents. Et on va mélanger un peu tout ça, puis ça va travailler pendant un certain temps et nous donner un résultat qui est potentiellement une semaine plus tard.
avec tout ça qui a été orchestré, qui a été organisé. On lui dit pas tu dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. On lui dit juste fais ça et il va faire le truc. C'est la capacité de raisonnement des large language models qui sont le moteur des agents finalement. Là où on codait avant des business process, des workflows, de l'orchestration très déterministique, maintenant on délègue ça au large language model. Alors, je ne parle pas trop de raisonnement parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire raisonnement. Je suis d'accord avec ça reste encore un point un peu compliqué. Non, mais c'est le terme que l'industrie utilise. Mais c'est ce qu'ils utilisent, effectivement. C'est les reasoning models. Et effectivement, on est passé sur un système où l'agent va lui-même regarder de quoi il a besoin, comment le faire, dans quelles étapes et tout ça. Et il n'y aura plus quelqu'un qui va lui dire ces étapes et cette orchestration. Et c'est ça qui est important, en fait, je pense. C'est qu'il a plus d'autonomie. On est monté en niveau d'autonomie. J'avais vu une définition sur un site web que j'aimais bien. An AI agent run tools in a loop to achieve a goal. Donc, exécute des outils dans une boucle pour obtenir un objectif. C'est pas mal, c'est une très phrase. Flou, mais ça colle, en tout cas. Bien, et Amazon a introduit un nouveau terme. Alors, je le considère un peu comme un terme marketing pour le moment. On va voir si le reste de l'industrie va embrayer sur ce terme-là. Les frontier agents, les agents à la frontière. C'est quoi le concept dedans, frontier agent ? C'est peut-être de dire c'est des vrais agents. C'est quoi un vrai agent ? C'est peut-être les différencier de justement ces faux agents marketing dont on parle depuis 2 ans. C'est pas un agent. Qui sont juste des chatbots, voire même ils sont juste un LLM en fait, ou un petit bout de Python qui coordonne des appels à différents LLM ou ce genre de choses. Et le frontier agent, c'est un agent qui est un vrai agent au sens où on l'entend d'habitude, quoi, en fait. Est-ce que le terme va rester ? Je sais pas. On verra bien ça, on peut pas... Il y a besoin d'un nouveau terme, il y a besoin de différencier ces trucs relativement simples qui tournent sur mon laptop de ces systèmes autonomes qui tournent pendant plusieurs semaines. Normalement, il ne devrait pas y avoir besoin. Le problème, c'est que comme tout le monde a fait n'importe quoi avec le terme agent, on est obligé de dire on fait des vrais agents ce coup-ci, en fait. Donc on est obligé de trouver un autre terme. Après, Frontier, il a quand même un petit défaut, c'est qu'en fait, Frontier, c'est la frontière. Mais la frontière, elle bouge toutes les semaines en IA. Donc du coup, elle est où la frontière ? C'est quoi les Frontier Agents qu'Amazon a annoncé cette semaine ? Ou des exemples que tu as en tête ? Le DevOps. Tu peux expliquer un peu ? Donc, je peux le faire aussi, c'est comme tu veux. Je peux pas te mettre. C'est un agent qui fait le travail d'un DevOps. Alors, ça ne remplace pas les DevOps. Je ne pense pas que ça remplace un DevOps, mais par contre, ça aide d'avoir un DevOps supplémentaire dans son équipe qui va pouvoir vérifier qu'on applique les bonnes pratiques, les appliquer, déployer des choses, enfin, voilà, monitorer, récupérer des issues, les corriger. C'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, si j'avais un truc, à chaque fois que je lui dis il y a un truc qui bug dans mon appli, ça le corrige tout seul. C'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va chercher et croiser différentes sources aussi. Donc, il peut se déclencher sur une alerte, par exemple, aller chercher les logs dans CloudTrails. Il peut aller regarder dans CloudTrails et dans CloudWatch, aller chercher les logs, essayer de corréler différentes sources, y compris des sources externes, Datadog, Splunk, etc. Créer des messages sur Slack, ouvrir un ticket dans ServiceNow, appeler quelqu'un, un humain de garde sur PagerDuty. Ça sert toujours les humains. Et quand l'humain arrive, il a déjà une espèce de résumé qui dit le problème pourrait venir de là, etc. Il y a un chat, donc l'humain peut interagir pour le guider. Ça peut être une grosse addition dans un outil, en cas de crise, pour une application ou dans une grande entreprise. Surtout dans des entreprises qui n'ont pas de DevOps actuellement ou peu de DevOps en fait. Parce que j'ai certains de mes clients, leur cœur de métier, c'est pas l'IT. Ils ont besoin d'appli en interne, donc ils développent des petits trucs, mais c'est difficile à maintenir, ils n'ont pas forcément les compétences. Ça, c'est quelque chose qui peut les aider à faire avancer leurs petites applications internes à un niveau qui est un peu plus costaud que ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes, en fait. Après, est-ce que ça remplace complètement un DevOps ? Je demande à voir, parce que on a une petite démo vite faite, mais je pense pas. Comme un outil de développement ne remplace pas un développeur. Exactement. Non, c'est la même chose, c'est une aide, ça vient. C'est ça. Mais ça peut aider sur des petites entreprises qui n'ont pas actuellement trop ces compétences ou qui savent pas trop comment faire pour avancer dessus. Donc ça peut être intéressant. Il va un coup plus loin aussi, parce qu'après avoir résolu le root cause, ou en tout cas identifié, il ne résout pas, dans sa version actuelle, ça ne résout pas, ça ne change pas le code. On pourra voir plus tard si ça le fera. Mais il propose aussi des changements à faire pour que ce problème-là n'arrive plus. Donc il fait des recommandations derrière. AWS DevOps Agent, je crois que c'est le nom officiel. Je vous mets le lien de toute façon dans les notes du podcast. Tiens, on parlait de développement, justement. Il y a un petit fantôme qui est partout. Il est adorable, hein, c'est Kiro. Kiro.dev. Qu'est-ce qu'il est chou. J'avoue, c'est la première raison pour laquelle j'ai installé Kiro, c'est parce que l'icône était trop chou. Vous voyez à quoi ça tient parfois le choix des outils.
Ça tient vraiment à pas grand-chose. Kiro, pour le faire en une phrase, mais je vais te laisser développer sur les aspects que tu aimes bien dans Kiro ou les aspects que tu vois où on pourrait améliorer encore. C'est un outil de développement, c'est basé sur Code OSS, donc c'est la version open source de Visual Studio Code. Donc en tant que développeur, on se retrouve immédiatement à l'aise dans Kiro. Et comme tu disais, on a une petite icône en plus, un petit fantôme, qui est un chat avec différents large language models, qui est un agent qui va pouvoir nous aider dans des tâches de développement, soit en mode vibe coding, un peu comme on le faisait avant, dans l'ancien temps, l'année passée, quoi. Il y a 2 semaines. Soit en mode spec-driven development, où on dit ce qu'on veut faire, il va créer une spécification. De la spécification, il va créer un design. Du design, il va créer des tâches. Puis il va implémenter les tâches. Et tous ces documents restent avec le code source de mon projet, de manière à ce que si je réouvre mon projet dans une semaine, dans un mois, ou si on est plusieurs à travailler dessus, tous ces agents ont le contexte et savent pourquoi on a pris telle ou telle décision de design. C'est comme ça que tu le vois aussi, c'est un bon résumé. Qu'est-ce que tu rajouterais ? Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est un Visual Studio Code. Visual Studio Code, ça reste quand même l'IDE qu'on retrouve le plus souvent. Alors, c'est pas le seul, il y a tous les IntelliJ, machin chose et autres, Word, l'Eclipse, des choses comme ça. Mais pour tous les développeurs qui utilisent Visual Studio Code, c'est un Visual Studio Code avec un bouton en plus. Donc, quand on l'installe, on n'est pas perdu. Et à l'installation, il m'a même récupéré tous mes plugins Visual Studio et il me les a migrés dans Kiro. Donc, j'ai mon Visual Studio avec un bouton supplémentaire. Donc, c'est quand même vachement bien. Et je peux lui dire quoi coder et il le code. Et en plus, il est quand même vachement bon sur tout l'environnement AWS. Oh bah tiens, c'est bizarre. Quel hasard. Du coup, il sait faire plein de choses, en fait. Ouais, du Terraform, du CloudFormation, du SAM. Du GitLab Action, des choses comme ça, du CDK et autres. Donc, en fait, il y a plein de moyens de déployer sur AWS. Il connaît les services AWS, il connaît les permissions, même si des fois, il est un petit peu en mode YOLO, mais bon, il connaît tout ça. Et il peut nous guider s'il y a des choses qu'on doit faire, nous, dans la console, en amont, pour pouvoir déployer. Il peut nous guider aussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, comme beaucoup de ces outils-là, il nous demande de valider les opérations qu'il va faire. C'est-à-dire qu'avant de faire une commande dans la console, il nous dit, est-ce que je peux le faire ? Est-ce que tu me fais confiance ou pas ? Donc, on peut faire run, et ça le fait, et c'est tout. Et on peut lui dire trust, et trust, à chaque fois qu'il aura à faire la même commande, il n'aura plus besoin de nous demander l'avis. Attention pour les commandes qui changent quelque chose, tout ce qui est en mode écriture. Attention, oui, alors ça, moi, je ne fais pas du trust dessus. Je suis assez sévère sur le trust. Mais un commit, par exemple, je peux lui dire, OK, je te trust en commit. Par contre, je ne trust pas le push. Parce que comme ça reste en local au cas où il y a des boulettes. Mais ça permet d'éviter à chaque fois de lui dire, OK, vas-y, fais. Donc, il y a des choses où il a le droit de faire. Par contre, un RM, je ne vais pas lui faire un trust sur un RM. Parce que, on sait très bien que ces systèmes-là, normalement, ils marchent bien jusqu'au jour où il y a un problème. Ouais. Je failli dire autre chose, alors j'ai corrigé. Ils ont rajouté récemment les checkpoints aussi, parce que parfois, ils ont tendance un peu à s'emballer, ces systèmes. Et je ne parle pas que de Kiro, et à générer du code et partir un peu dans tous les sens. Maintenant, il y a un système de checkpoints. Avant, moi, je le faisais manuellement avec Git, pour être certain de pouvoir revenir en arrière avant de lui demander de faire des grands changements. Maintenant, il y a un système de checkpoints. On peut juste cliquer dans la console et revenir là où on était avant les dernières modifs, c'est pas mal. Super utile. Et puis, il y a ces deux modes, ce mode spec-driven development et ce mode vibe coding. Il accepte les MCP serveurs, évidemment. Donc, il y a un nouveau MCP serveur qui a été lancé cette semaine à reInvent qui combine l'ancien MCP serveur documentation et celui API. Donc, on a les deux en un seul. Donc, il peut agir sur mon environnement. Et je l'ai testé en cherchant des choses qu'on a annoncées cette semaine à reInvent sur Lambda, par exemple, pour voir s'il le connaissait. Et oui. Et il était capable de me pointer aux bons endroits dans la documentation, ce qui est très utile aussi. C'est là où il ne faut pas le croire quand il fait de l'IAM, par exemple. C'est bien de ne pas faire trust avec des commandes IAM. Ouais. Et oui, parfois il est un peu trop permissif. Ouais, j'ai eu le problème où il voulait me proposer dans une policy un S3 étoiles parce que 2 ou 3 fois de suite, il était tombé sur une permission manquante. Et donc, à force d'ajouter les permissions... Il a pris le raccourci. Ça. Alors, c'est fou, c'est que ces systèmes-là n'en ont pas marre, ne ressentent rien. Moi, j'aurais pu m'énerver et me dire, ça commence à me saouler d'ajouter les trucs un par un. Mais là, c'est lui qui a décidé de dire, on va mettre un S3 étoiles parce que comme ça va éviter il manque des permissions. Question qu'on me pose souvent, et je voudrais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que c'est un bon outil à donner à des développeurs juniors ? C'est là où j'ai un peu de crainte, c'est que sur un développeur junior, ce genre d'outil, en fait, ça développe super bien, mieux qu'un junior qui commence. Le junior qui commence, en fait, il va avoir 2 approches avec ces outils. La première, c'est je demande un truc, ça marche, je pousse et c'est fini. Il apprendra jamais rien, en fait, et il ne sera jamais senior. Donc, comment on va faire dans 5 ans ?
pour avoir des seniors dans 5 ans, puisque ceux d'actuellement, ils ne seront pas seniors. Et après, il y a la bonne, entre guillemets, utilisation, c'est de dire j'essaye de faire par moi-même, et quand je bloque, je demande à Kiro, du coup, là, plutôt en mode chatbot, qu'est-ce que je dois faire pour me débloquer ? Et là, je vais progresser. Mais on sait très bien que productivité, pression, paresse et autres, beaucoup vont faire... tchac, je valide. Attention, quoi. Quand je dis paresse pour un développeur, c'est une qualité pour moi. Oui, parce que c'est pas un défaut. C'est parce qu'on est paresseux. Que ça marche. Il faut jamais écrire 3 fois le même code, par exemple. Exactement. C'est ça qui est intéressant dans un développeur. Mais du coup, il faut quand même comprendre ce qu'on écrit. Pourtant, c'est un outil fabuleux pour apprendre. J'ouvre un projet GitHub que je connais pas, je lui demande de l'analyser, m'expliquer les grandes lignes, l'architecture. Il le fait très bien. Ou un nouveau concept où je cherche comment sécuriser un API à partir d'un mobile sans voilà quelles sont les best practices de l'industrie, et il est capable de me faire un très bon résumé et de me présenter les choix. Donc c'est aussi un outil d'apprentissage. C'est un outil d'apprentissage à condition de bien l'utiliser, et c'est là où on va voir comment ça va être utilisé dans le futur, parce qu'on voit très bien que ChatGPT, par exemple, il y en a beaucoup qui l'utilisent maintenant comme source de vérité. Et qui disent, quand on leur dit c'est quoi ta source ou pourquoi tu dis ça, parce que je pense que c'est faux, mais c'est ChatGPT qui l'a dit. Non, en fait. Et si c'est la même chose, c'est Kiro qui l'a codé. Pourquoi t'as codé comme ça ? C'est Kiro qui l'a codé. On va avoir un problème, en fait. Donc c'est là où il faut se dire, c'est bien d'utiliser ces outils dans ce qu'on sait faire pour gagner du temps, ou dans ce qu'on ne sait pas faire pour progresser, mais dans ce cas-là, on ne l'utilise pas de la même manière. On l'utilise en se disant, OK, on va faire des allers-retours, on va regarder, on va corriger et tout ça. Et même quand on sait faire, c'est bien de vérifier ce qu'ils ont fait, en fait. Parce que des fois, on voit des trucs... moi, je lui avais demandé de faire une page web, il m'a mis le CSS dans la page web, dans le fichier HTML, quoi. Et j'étais là, non, HTML, CSS et JavaScript dans le même fichier, t'es sûr de toi, en fait. Donc, tu vas me faire une belle arborescence avec les JavaScript séparés, avec les CSS séparés. Puis j'ai 2 pages web dans le projet, tu vas mettre le même CSS pour les 2 projets, en fait, enfin les 2 pages du même projet, quoi. Parce que sans ça, il faisait... D'où l'importance aussi des steering documents dans Kiro. Un steering document, c'est un fichier texte ou un markdown que vous allez mettre à un endroit spécial dans votre projet et qui va utiliser comme contexte, comme ensemble de règles. Alors, j'ai presque envie de dire de system prompt, mais bon, techniquement, c'est pas un system prompt. Si je fais du Swift, par exemple, j'ai tout un document qui explique quelle version de Swift, les best practices, les machins. Pour mes projets Python, j'ai PEP 8, donc des règles de syntaxe de Python. Ça marche super bien. Il faut le temps de les écrire. Oui, c'est ça. Moi, j'avais pas le temps de les écrire, donc je lui ai juste dit applique les bonnes pratiques, et lui dire applique les bonnes pratiques. Il n'applique pas les bonnes pratiques. Et ces documents peuvent être partagés par une équipe, et ça doit faire partie du code source. C'est peut-être un nouveau rôle pour les plateformes development maintenant. Oui, c'est d'écrire ça, en fait. Pour les IA. Bon, après, il y en a bien qui ont fait leurs règles d'écriture de code pour les mettre dans des outils de vérification du Sonar ou autre pour dire comment c'était bien écrit ou pas. Donc ces règles, elles ont été écrites dans certaines équipes. Après, c'est vrai que quand on est dans des plus petites équipes ou quand moi je code des trucs pour m'amuser, je prends pas forcément le temps d'écrire ce genre de documents, quoi. S'il y en avait des tout prêts que je pouvais télécharger, ça serait plus simple. Voilà une idée. Des repos de steering doc par langage, par framework. C'est ça. Je veux faire du serverless sur AWS. C'est quoi le steering doc ? Et comme ça. Et du Python, parce que moi, je fais que du Python, quasiment. Oh, tiens, quelle surprise. Non, c'est C++, j'en ai eu marre. Et JavaScript, j'y arrive pas. Il faut ignorer, il faut passer à TypeScript. Oui, mais j'y arrive pas non plus. C'est trop JavaScript pour moi. On a parlé des agents frontières, donc ceux qui tournent sur la distance, de façon autonome, sur des serveurs, en donnant l'exemple d'AWS DevOps AI. On a parlé des agents de développement. Kiro va avoir aussi des autonomous agents en sécurité, en code review, donc qui tournent plutôt sur le serveur, indépendamment du fait que votre laptop soit ouvert ou pas. Passons à autre chose. Une des annonces qui t'a marqué cette semaine, tu m'as dit, c'est Nova Forge. Explique-nous ce que c'est. Alors Nova, c'est le LLM ou c'est la série de LLM d'AWS. Ce sont les modèles d'Amazon, pour être précis. Ah, pardon. Alors, j'ai un gros souci entre ce qui est Amazon et ce qui est AWS. Ouais. Je sais que c'est pas pareil, mais une fois sur 2, je mets au pif. Voilà. Donc, c'est un modèle d'Amazon. Et sur ce modèle, en fait, c'est des modèles, comme tous les modèles, on les prend tout près. Et des fois, en fait, on a besoin de faire des fine-tuning ou des choses comme ça. Alors, on le fait souvent sur des modèles où les poids sont ouverts, donc les open weights. Et on se dit, on va donner nos données et puis on va réentraîner, faire un petit fine-tuning. Le problème, c'est que ça arrive très, très tard dans le processus, avec très peu de données, qui sont juste les données de l'entreprise, en fait. Et Nova Forge... Il faut des données labellisées aussi pour faire du fine-tuning, donc il faut passer du temps
faut passer du temps à créer les données et tout ça. Nova Forge, c'est de se dire, OK, vous pouvez créer votre propre LLM. Créer un LLM de zéro, c'est infaisable, ça coûte trop cher, il faut trop de données. À Anthropic, à Meta, à Microsoft, à Amazon, voilà, ça c'est les boîtes qui créent des LLM. Et autres, mais... Mistral, évidemment. Oh, faut pas les oublier. Pour un podcast en français, c'est justement, dommage. C'est pour ça que je signale Mistral. Mais du coup, on peut pas le faire. Enfin, mes clients, ils peuvent pas se permettre d'entraîner leur propre LLM. Et Nova Forge, c'est un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'on va prendre un LLM Nova, qui est déjà un petit peu entraîné, mais qui n'a pas fini son entraînement. Et avant de finir son entraînement, on va ajouter nos documents dedans. Et on va finir l'entraînement avec à la fois les documents d'Amazon, du coup, pas d'AWS, et les documents qu'on a mis dans l'entreprise. Et du coup, il va mieux comprendre le contexte, il va mieux comprendre un peu de quoi on parle et tout ça, et il va finir de s'entraîner avec ce mélange. Et le fait d'avoir les documents d'entreprise, certains documents d'entreprise qui parlent du métier, qui parlent du vocabulaire, qui parlent de plein de choses différentes comme ça, dans le corpus d'entraînement, fait que le LLM, il sera vraiment adapté à mon domaine. Alors la grosse question, c'est... Enfin, j'en ai deux. C'est à quel moment on va faire cet ajout-là. Est-ce qu'on aura plusieurs choix ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé en détail et je ne sais pas si c'est sorti directement. Et combien ça va coûter? Oui, parce qu'il faut de l'infrastructure, parce que ça il faut coûte des cher données, à entraîner. et il faut du temps machine pour entraîner le modèle. Et puis une fois qu'on l'a, ce modèle, il faut le hoster quelque part, puisqu'il est spécifique pour moi. Donc c'est plus un modèle de l'étagère, donc il faut le hoster. Je suppose que ça sera sur Amazon Bedrock ou sur SageMaker, qui sont les deux alternatives sur AWS pour hoster des modèles pour le moment. Nova Forge, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais. Est-ce qu'on peut prendre l'analogie? Si je veux former un nouveau travailleur de demain, j'envoie pour l'école primaire et le collège à l'école publique standard, et puis dans une université privée très spécialisée dans un c'est un peu ça, métier. Où je mets un peu des cours sur mon domaine. Donc Nova Forge a regardé le coût, et uniquement à partir des modèles Nova. Pour le moment, en tout cas, ça s'appelle Nova Forge. Ça s'appelle pas. Il y a une restriction technique. Techniquement, est-ce qu'on pourrait faire ça avec n'importe quel autre modèle? Il faudrait une collaboration évidemment avec le fournisseur du modèle pour qu'il nous donne son modèle à moitié entraîné. Son modèle à moitié entraîné, mais surtout ses données d'entraînement. Et c'est Et c'est un peu ça que les gens veulent pas donner. C'est que si vous dites à OpenAI, tu peux me filer les données d'entraînement de ChatGPT, je pense que la réponse. La discussion va être longue. ou très courte en fait. À mon avis, c'est juste non. Point. Voilà. Ah oui, ce qui explique qu'on partirait uniquement de modèles où les gens sont d'accord pour laisser leurs données accessibles à Amazon ou AWS en tout cas. Donc Amazon et AWS s'entendent suffisamment bien pour ça va, on est assez proches l'un de l'autre. Ça va, mais pour les autres modèles, ça peut être plus compliqué. Ou alors il faut partir de modèles qui seraient publics au sens où même le dataset serait public, et c'est très rare en fait que les datasets soient publiés. Généralement, on a des open weights, c'est-à-dire qu'on nous donne des poids qu'on peut regarder et on peut prendre le modèle pour l'installer chez nous et le fine-tuner, mais on n'a pas les données d'entraînement en fait. Et ces données d'entraînement, c'est des énormes corpus. Je suis content que tu dises open weight et pas open source, parce qu'il y a plein de gens qui disent des modèles open source, et c'est tout sauf open source. Le code source n'est pas disponible, les données ne sont pas disponibles, on peut pas produire. Ça, les poids sont disponibles, open weight. D'ailleurs, il y a 18 nouveaux modèles open weight qui sont disponibles dans Amazon Bedrock. Tu as vu passer ça aussi, dont des modèles Mistral, OpenAI et d'autres. Oui, il y en a plein. Alors du coup, je me rappelle. C'est important pour toi qui travailles là-dedans ça. D'avoir ce choix, cette palette de choix dans les modèles sur Bedrock? En fait, ce qui est important, c'est que le modèle qui est le meilleur aujourd'hui, ça ne sera pas le meilleur dans 2 mois. Même 2 semaines, en fait, c'est déjà plus le meilleur. Et puis, des fois, il y a des modèles, ils sont adaptés à des cas génériques, mais ils ne sont pas adaptés à mon cas pratique. Donc, il faut que je puisse en tester plusieurs, en fait. Et puis, il faut que j'ai la maîtrise de quel modèle j'utilise. Si je change de modèle, il faut que je dise, OK, aujourd'hui, je veux changer de modèle parce qu'on a testé, celui-là est meilleur, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant d'avoir ce choix de plein de modèles et de pouvoir dire, OK, je veux celui-là parce qu'il marche bien dans mon cas, ou celui-là parce qu'il marche bien dans mon cas. Et puis, tiens, il y a ce nouveau-là qui est sorti et qui est super intéressant, je veux le prendre. Et ça, c'est une approche qu'a Amazon/AWS, je ne sais pas lequel. Alors là, c'est AWS, puisque c'est dans AWS, mais le nom, c'est Amazon Bedrock. Alors, je vous donne un truc. Si vous êtes perdu dans les noms entre AWS quelque chose et Amazon quelque chose, si ça peut être utilisé tout seul, c'est Amazon quelque chose. Par exemple, Amazon S3, Amazon Bedrock, Amazon DynamoDB. Si ça doit être utilisé avec quelque chose d'autre, qu'on ne peut pas l'utiliser tout seul, il y a besoin d'autres services, c'est AWS. AWS CloudWatch, AWS, je ne sais plus quoi, enfin tout ce qui est AWS. Vous allez trouver des exceptions. Ce n'est pas une règle parfaite. Par exemple, il y a Amazon EBS.
J'ai jamais vu quelqu'un utiliser EBS tout seul. Mais globalement, la règle, elle marche plutôt bien. Alors la règle qu'on m'avait donnée, je ne sais pas si elle est vraie, c'est que ce qui s'appelle Amazon, ça a été créé pour le site web Amazon et ça a été rendu public à tout le monde via AWS. Alors, ce qui s'appelle AWS a été créé directement dans le cloud AWS. Ah, j'ai jamais entendu ça. Et je peux pas répondre comme ça. Je vais réfléchir et refaire la liste des services en tête et voir. Et que du coup, peut-être que Amazon a utilisé Bedrock pour eux, pour le site web, et que du coup, ils l'ont rendu public. En tout cas, c'était moi la version que j'avais. D'accord, c'est intéressant. Amazon et AWS. Alors, revenons sur Amazon quelque chose, bien que ce soit un service AWS, c'est le bon vieux S3. Service de fondation, hein, puisqu'il a été lancé il y a plus de 20 ans. C'était un des premiers services. Je crois que même c'était le premier service à être GA. En bêta avant, il y avait SQS. À l'époque, d'ailleurs, personne ne comprenait pourquoi Amazon.com, vendeur de livres à l'époque, faisait un service de stockage d'objets. C'est quoi d'ailleurs un service de stockage d'objets? Un service qui a beaucoup évolué autour du temps, et il y a 4 mois, on a lancé S3 Vector en preview, qui est generally available maintenant depuis cette semaine. Ça change quoi pour toi, S3 Vector? C'est quoi et ça change quoi? De choses. S3, c'est un moyen de stocker plein de trucs. Et puis il y a des versions spécifiques de la S3. Définition. Ça permet de stocker des trucs. Il y a S3 Tables pour stocker des données au format iceberg. Tables de bases de données, quoi. Et puis donc S3 Vector, ça permet de stocker des bases vectorielles, des vecteurs. Les fameux vecteurs dont on a besoin pour le RAG. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'un RAG? Eh ben, on utilise OpenSearch. Ou une autre base de données vectorielle. Ou une base du même style, mais la plupart du temps, c'est du Elasticsearch, de l'OpenSearch. En tout cas, ce que je vois en entreprise beaucoup, c'est ce genre de base. Et ça coûte un bras et demi. Oui, parce qu'on a une base de données qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On paye le stockage, mais on paye le compute également. Et oui, il faut toujours des gros compute. On n'a jamais des très petits, en fait. Un tout petit microscopique OpenSearch, ça n'existe pas. Le OpenSearch, il coûte au minimum, je ne sais plus combien c'est, mais c'est dans les $150 par mois. Au plus petit, ouais. Le plus petit. Même pour une toute petite base de données vectorielle. Même un truc où on n'a rien utilise, dedans. Donc moi, j'avais fait une petite base vectorielle dans Bedrock sur le texte de la réglementation européenne de l'intelligence artificielle, où j'avais mis tous les articles pour pouvoir aller chercher dedans. Mais je l'ai éteint parce que ça me coûtait trop cher, en fait. Et ce qui me coûtait cher, c'est pas de l'utiliser parce que je l'utilisais 3 fois par mois. C'était de garder la base de données vectorielle 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et là, c'était un usage simple de développement. En entreprise, c'est souvent des clusters, donc il faut plusieurs nœuds. Il faut que ça soit repliqué. Il faut que ça soit sécurisé, qu'il y ait des backups, des machins. S3, il garantit quand même que les données, normalement, elles disparaissent pas comme ça. Et alors justement, S3 change quoi là? Il va changer le prix parce qu'S3, ça coûte que dalle, en fait. C'est simple. À chaque fois, la facture S3, c'est 0,00. Oui, c'est un prix au gigabyte stocké. Alors pour S3 Vector, il y a un prix au put et au get aussi, un petit peu. Enfin, si tu c'est comme pour les fichiers aussi classiques. Quasiment mais pas. Si on l'utilise très peu, en fait, ça coûte rien. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des POC pour que dalle, disons-le ce qui en est. Donc on va pouvoir créer plein de POC comme ça. Et si le POC un jour prend de l'amplitude, à ce moment-là, il sera temps de réfléchir à autre chose. C'est un peu comme le serverless versus le compute pur et dur, quoi. C'est est-ce que je prends une lambda ou est-ce que je prends une EC2? Alors la question ne se pose plus depuis pas très longtemps, mais bref, il y avait quand même cette opposition de je lance des lambda parce que je l'utilise peu, ça va me coûter pas cher. Le jour où je l'utilise beaucoup, il faut que je passe sur une EC2 parce que ça va être cher. Voilà. Là, il y aura la même chose, en fait. À un moment donné, S3 Vector sera peut-être pas le plus intéressant, mais quoique, quand on voit le prix, faut aller loin pour... Oui, et puis la quantité, on peut stocker des milliards de vecteurs dans un bucket, et puis on peut avoir plusieurs buckets, évidemment, mais là, ça peut devenir plus compliqué, il faut faire du sharding ou quoi. Il y a une latence de recherche assez intéressante, on parle de 100 millisecondes pour des données froides, donc ça peut être utilisé dans des usages interactifs aussi, des chatbots de 100 millisecondes, un humain, il s'en rend pas compte, en fait. Ouais. Donc clairement, on peut s'en servir pour faire des POC, mais un truc... Et puis il y a un taux d'ingestion des puts pour mettre des nouveaux vecteurs qui est assez... alors j'ai pas les chiffres en tête, mais vous trouverez ça dans l'article de blog. C'est moi qui l'écris, je devrais avoir retenu tout ça, mais j'en ai écrit tellement que... Ah bah bravo. Je peux pas me souvenir de tous les chiffres. Mais l'idée, c'est qu'un RAG, ça doit s'alimenter, quoi. Il y a des nouveaux documents qui arrivent, donc en permanence, on va les rajouter des vecteurs. Et S3 supporte justement un grand nombre de puts pour pouvoir mettre à jour en continu. Donc c'est la base de données serverless vectorielle de choix pour le moment. C'est ça, alors c'est pas une vraie base. Non, c'est pas une base de données, c'est un stockage, mais avec une possibilité de recherche. C'est un truc de fou. Et en fait, on voit une base, quand même c'est quoi? cette progression. Une base de données, c'est quoi? C'est un stockage avec une possibilité de recherche. C'est ça. Mais d'ailleurs, on le voit dans S3, parce qu'au début, il y a eu S3, après, il y a eu Athena.
où on a pu commencer à faire des recherches. Après, il y a eu S3 Tables, et maintenant, il y a S3 Vector. En fait, S3 devient de plus en plus une base de données classique, où on peut mettre à la fois des fichiers dans un S3, on peut mettre ce qu'on veut, puis en plus, maintenant, on peut mettre des fichiers jusqu'à 50 Tera. 50 terabytes, la nouvelle limite qui est annoncée par fichier. Ouais, ça devient large. On peut être tranquille quand même, 50 Tera. Moi, j'en ai pas beaucoup des fichiers de 50 Tera. Et on peut faire du coup ces bases vectorielles pour rien, quoi. Donc on se rend compte qu'S3, ça devient le truc de stockage d'un peu tout. Serverless. C'est ça. Et on paye pas grand-chose en plus. Il est quand même vachement pas cher par rapport aux services proposés. Et puis, il garantit que les données, elles sont répliquées, elles sont sauvegardées, elles vont pas disparaître comme ça. Voilà. Oui, on a les 11 nœuds de durabilité des données parce qu'elles sont répliquées sur plusieurs hosts dans une ESI, sur plusieurs ESI. Et donc, la probabilité qu'on corrompe ou perde un objet est quasiment nulle. C'est ça. Plutôt que de faire des duplicats de nos bases open search. Qui coûtent encore plus cher. Alors moi, j'avais pas fait de réplica parce que ça me coûtait déjà cher pour mon petit cas. Mais... Et c'est intégré. C'est-à-dire, évidemment, il y a l'API d'S3 où vous pouvez aller faire des queries ou déposer vos vecteurs avec des métadonnées comme le texte original, le lien vers le document, etc. Mais c'est utilisé déjà dans OpenSearch. Donc, on peut utiliser OpenSearch en front-end avec S3 Vector comme stockage des données. Ça ne résout pas ton problème de prix. Mais pour ceux qui ont déjà de l'OpenSearch et déjà des applications avec des API, c'est un win-win. Et c'est utilisé dans Amazon Bedrock Knowledge Base. Alors chez Amazon, on aime bien choisir des noms un peu compliqués qui ne reflètent pas nécessairement ce que c'est, mais Knowledge Base, c'est le RAG manager de Bedrock, si je dois résumer. Et là aussi, quand on crée un Knowledge Base, il nous demande quel est le vector store, quelle est la base de données vectorielle qu'on veut utiliser. Et on a le choix entre Elasticsearch, OpenSearch, blabla. Et maintenant, il y a S3 Vector. On peut juste choisir S3 Vector. Du coup, en rentrant, je vais refaire mon RAG sur le texte de la ça te coûtera européenne. Rien, tu pourras le laisser ouvert en 24/24, 7 jours sur 7. Et ça me coûtera moins d'1 centime versus plus de $150. Et Knowledge Base, j'ai un peu joué avec. Enfin, l'API passe par Bedrock, c'est une API Bedrock. C'est assez bluffant. Hein. C'est très simple à utiliser. On lance ses queries sur Bedrock, il va nous rechercher tout ça. Frontier Agent, Development Agent avec Kiro. NovaForge pour continuer le pré-training avec des données privées. S3 Vector. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Ça fait déjà un bel épisode. Qu'est-ce que tu reprends de tout ça et comment tu rentres chez toi? C'est quoi ton planning pour la semaine prochaine? Techniquement parlant, je parle autour d'AWS. Oui, parce que sinon, ça va être déjà de me remettre au niveau de la voix et de dormir pour me remettre du décalage horaire aussi, parce qu'ici, on est debout à 3h du mat, mais une fois en France, on est juste KO. Et ça va être de tester. Alors, Kiro, je l'utilise déjà, donc je vais continuer de l'utiliser, en fait. Hein. S3 Vector, j'ai ma base à relancer. Du coup, je vais pouvoir refaire maintenant ça. Et puis, côté Nova et côté agent, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis un petit peu combien ça coûte aussi, parce que du coup, c'est des choses qui ont été moins données en keynote, quoi. Donc, il y a un petit peu des sujets à creuser quand même. Ouais, faire le tri entre la partie annonce, marketing fracassante, et puis où ça va être vraiment utile dans aussi, ton quotidien, et combien ça coûte. Je crois que dans mon quotidien et celui de mes clients, en fait. D'ailleurs, j'ai plusieurs clients, je leur ai dit, je vais vous faire un petit mail en rentrant. Alors, j'ai quelques mails à écrire pour leur dire ce qui est sorti par rapport à leur use case. Tu pourras leur envoyer un lien vers ce podcast aussi pour avoir une overview. Comme ça, j'envoie à tout le monde le même. Prenez le podcast et puis c'est bon. Virginie Mativet, docteur en AI, en machine learning, fondatrice d'MLOps. Tu es basée à Lyon, dans la région lyonnaise, si je me souviens bien. Je suis à Saint-Étienne. Alors, oh, pardon. Ouh là là, les fans de foot vont me tuer. Lyon, c'est la banlieue de Saint-Étienne. Voilà, on va te présenter comme ça. Je suis désolé, tiens, je ne sais pas pourquoi je te mettais à Lyon. C'est Pascal Martin qui était à Lyon. Pascal, qui est un autre AWS Hero. Et Mathieu aussi, qui est aussi AWS Hero. C'est vrai que. On est 3 héros sur Lyon. Alors, je travaille majoritairement sur Lyon, en fait. Hein, clairement, donc. Sont sur Lyon. Et Pascal sera. Alors, j'allais dire à ta place, mais non, ce ne sera pas à Las Vegas, mais dans le même podcast, vendredi prochain à même heure, pour faire un debrief un peu plus à froid, avec une semaine de recul de l'ensemble des annonces, et pas uniquement les annonces AI et data. Ça sera pour l'épisode de la semaine prochaine. Merci Virginie, merci à vous d'avoir écouté. Merci. Regardez, puisque c'est en vidéo également, exceptionnellement, ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Mais maintenant, go build, comme dit Werner Vogels. Quoi que vous codiez, codez-le bien.